parfois on a encore plus de chance, les titres qu'on vient d'acheter finissent par monter, le prix se rapproche de la valeur intrinsèque, self-discipline kicks in, il faut les vendre, soit en partiel, soit en total. Quand on vend ces titres, on lève du cash, on préfère s'asseoir sur ce cash plutôt que de se forcer à des titres qui peut-être offrent une décote de 5, 10, 15%, mais pas la décote de 25, 30, 30, 50% sur lesquels on insiste habituellement pour mettre un titre dans le portefeuille. Donc voilà comment on procède. Ensuite, il faut que j'aille très très vite. Là, ce dont je veux vous parler, en fait, et ça c'est un argument qui est presque américain. Le monde à la fois institutionnel, le monde de l'investissement américain, jusqu'à très récemment, établissait une division très stricte entre les gens qui investissaient de manière domestique, aux US uniquement, et les autres qui investissaient en dehors des États-Unis. Et en fait, les value investors, les Warren Buffett, les Ben Graham, jusqu'à très récemment, étaient extrêmement hostiles à l'idée d'investir en dehors des États-Unis. Et un des arguments qu'on entendait aux États-Unis pour investir en dehors des États-Unis, c'était des arguments qui, à mon avis, ne sont pas les vrais arguments. Les arguments, c'était il faut investir en dehors des États-Unis pour avoir de la croissance en Inde, en Chine, etc. Moi, je pense que le véritable argument, la raison pour laquelle, à partir de 1990, Michael Price, Franklin Templeton, Tweedy Brown, avant ça même, Sir John Templeton, Jean-Marie Veillard, depuis 90, Amit Wadhwani, Third Avenue International, la vraie raison pour laquelle il faut investir en dehors des États-Unis pour un Américain, c'est l'idée, et ça va sembler arrogant, que la gestion de fonds reste une spécialité anglo-saxonne. Historiquement, les Écossais, les Anglais, les Américains ont une tradition de money management. Et le value investing en particulier est une invention américaine. Donc, et encore une fois, c'est très arrogant. L'idée, c'est, quand on dit value invest, c'est d'appliquer à l'échelle mondiale une approche spécifiquement américaine. Pourquoi? Parce que les investisseurs, souvent, en Allemagne, en Corée, au Japon, en Chine, en France, en Suisse, n'ont pas cette tradition de gestion et ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Pourquoi ne sont-ils pas encore très bons, ces gérants? Parce que, historiquement, si vous étudiez la façon dont la formation du capital s'est faite, la façon dont les entreprises se sont financées depuis 200 ou 300 ans, ce n'est essentiellement qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis que les sociétés ont fait appel au marché public pour financer les entreprises. Le financement des entreprises s'est fait de manière très différente dans le reste du monde. En Allemagne, il y a une partie encore importante des sociétés qui restent privées dans le middle stand. En Allemagne, en Corée, en Japon, vous aviez ces espèces de galaxies, les Shareballs, les Zaibatsu, où dans la galaxie, il y avait toujours une banque, une compagnie d'assurance, des participations croisées, et donc le financement se faisait de manière incestueuse, disons, sans jamais vraiment besoin de faire appel à l'épargne publique. Donc ces pays-là n'ont pas encore eu le temps de développer une connaissance, une expérience en matière de gestion de fonds. C'est en train de changer, bien sûr. Mais à notre avis, c'est ça l'intérêt de ce qu'on fait. L'argument à l'époque contre l'argument invoqué pour ne pas investir en dehors des États-Unis, à l'époque, c'était les normes comptables sont différentes, il n'y a pas assez de disclosure, etc. La réalité, c'est que les choses se sont beaucoup améliorées. Souvent, les Américains disent que c'est dangereux d'investir en dehors des États-Unis parce qu'on se fait souvent abuser, violer comme investisseur. Amusant, comme quoi ma première poursuite en justice, et c'était avec nos amis de Franklin Templeton Mutual, était contre une société américaine, Kohler. Une autre poursuite en justice, d'ailleurs, c'était la BRI, c'était pas brillant, de leur part. Et aussi, bien sûr, l'argument à l'époque des Américains pour ne pas investir à l'étranger, c'est que si on investit à l'étranger, on est exposé à toutes sortes de devises, on ne comprend pas. La réalité, c'est que même si vous faites que du domestique, si vous achetez du McDonald's, du GM, de toute façon, vous êtes exposé au dollar. Et inversement, on peut très bien trouver un titre bon marché au Japon, et si on est agnostique sur le yen ou des doutes, on peut toujours se couvrir. Donc l'argument comme quoi il y a des problèmes de change n'était pas un argument valable. La façon dont on a investi, aujourd'hui, on a à peu près 70% de notre portefeuille en actions, à peu près 10% en cash, à peu près 7% en obligations à très court terme, en devises qu'on estime être saines, dollars de Singapour, couronne norvégienne notamment. Donc ces obligations à court terme, c'est du quasi-cash, si vous voulez, sauf que ce n'est pas en dollars.
donc après 17% en ça, 5,5% en or ETF, pas de titres miniers, et il nous reste à peu près 7-8% en high yield bonds, donc beaucoup moins que les 35% qu'on avait il y a quelques années. Ce sont des high yield bonds qui sont très courts, 1, 2, 3 ans. Le seul qui sont un peu plus longs, et on continue à beaucoup aimer, c'est Wendel, le 2016, le 2017, ils viennent de sortir une 2018. Sur le 2017, Wendel, il y a 6,4% de rendement. La 2018 qui vient de sortir, 6,8%. Je trouve que c'est pas mal comme papier. Et sur ce qu'on a en action, donc sur les 70% en action, on a à peu près 32% aux US, peut-être 14-15 au Japon, 16-17 en Europe, 3-4 en Corée, et rien dans les pays qui sont censés avoir beaucoup de bonnes perspectives, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Alors, en matière de perspectives économiques, donc, nous on pense que pour comprendre un portefeuille, il faut comprendre à la fois, il faut avoir des vues sur les perspectives économiques, mais également, et c'est aussi autant important, des points de vue sur la valorisation. Souvent, les investisseurs se focalisent trop sur les perspectives économiques, attendent que le ciel soit bleu, et pas de peau, quand le ciel est bleu, les titres sont trop chers. Et inversement, souvent, ces mêmes personnes, quand les perspectives sont glauques, n'investissent pas, alors que si c'est déjà dans le prix, c'est pas gênant d'investir quand les choses sont glauques. Quand on a acheté nos CMBS, donc fin 2008, les perspectives, bien sûr, étaient complètement glauques, sauf que c'était more than priced in. Inversement, le problème des investisseurs D-value, et c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont tellement plantés en 2008, c'est que Buffett, Graham, etc., leur ont dit que tout ce qu'ils devaient faire, c'était du stock picking. Ce qui était peut-être valable à l'époque où il n'y avait pas de dette dans le système. Dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas de dette au niveau des particuliers, des entreprises, etc. Dans un système où il y a plein de dettes, il faut être fou allié, à mon avis, pour faire du stock picking sans essayer de comprendre un peu la macro. Comprendre la macro, pas dans le sens de deviner le futur. En anglais, on dit oh, que Dieu connaît le futur et il ne nous dit pas ce que c'est. Faire la macro dans le sens essayer d'être attentif ici et là, essayer de comprendre où sont les excès en matière de crédit. Souvent, quand il y a une bulle du crédit, que ce soit comme en Amérique latine de 92 à 94, en Asie de 95 à 97, dans le monde anglo-saxon plus l'Irlande de 2002 à 2006, quand il y a une bulle du crédit, beaucoup de titres semblent bon marché, mais c'est sur la base de bénéfices qui ne sont pas durables. Et donc c'est ça le trap. Donc parlons rapidement des perspectives économiques. Notre vue aujourd'hui est la même qu'on avait depuis 2 ou 3 ans, qui est que la croissance économique dans le monde restera molle pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on pense que la croissance ne peut être que de 2 à 2,5%. Pourquoi? Parce que le gros de l'économie américaine, 71% de l'économie, c'est le consommateur. Le consommateur reste trop endetté. Quand ce sont les sociétés qui font des bêtises, les sociétés peuvent facilement émettre des actions nouvelles, rembourser la dette et recommencer fresh. Les particuliers, bien sûr, n'ont pas ce luxe, donc ça prend de nombreuses années que le taux d'épargne augmente un tout petit peu, que les gens puissent améliorer un peu leur bilan. Aux États-Unis, historiquement, 50% des nouveaux jobs ont résulté de la formation de nouvelles sociétés. Il n'y a encore aucune évidence aux États-Unis, il y a zéro de formation de nouvelles boîtes. Donc, la possibilité d'une réduction forte et rapide du taux de chômage aux États-Unis, à mon avis, n'est pas là. En Europe, on pense que la croissance va être encore plus molle qu'aux States, peut-être 1,5, 2, 2,25% dans les 4, 5, 6 années à venir. Or, l'Europe, bien sûr, c'est compliqué. Il y a des pays comme l'Allemagne, la Suisse, où il n'y a eu aucune bulle spéculative, pas de lending boom, très peu en Italie, finalement très peu en France ou aux Pays-Bas. Mais inversement, il y a eu toutes sortes d'excès dans tous les autres pays. Et pour compliquer la chose, bien que les Allemands et Suisses n'aient pas eu de bulle dans leur propre pays, leurs banques ont fait des bêtises en dehors de leur pays. Par exemple, le dollar de Singapour a monté de 9% par rapport au dollar US. Donc on a fait 9% sur la devise, 0,5% sur le coupon, 9,5% equity type return. Un peu de Canadian dollar, un peu de Norwegian kroner, un tout petit peu de Thai baht, un tout petit peu de Taiwan dollars. Vous dites que vous évitez les marchés émergents. À part la Corée, oui. À part la Corée. Aujourd'hui. Est-ce que l'exposition aux marchés émergents via des entreprises américaines, européennes, reste pertinente à votre avis, ou est-ce que vraiment l'exposition aux marchés émergents en elle-même est, à votre avis, une mauvaise idée? Oui, d'un point de vue économique, j'ai fait le point que je ne pensais pas que la Chine allait imploser. Donc la croissance économique dans tous ces pays-là, oui, très bien.
mais la valo est donc oui, de